and fro again, overnight delivery. Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e journée de la Fédération hospitalo-universitaire 1000 jours pour la santé, prendre soin avant de soigner. Alors cette journée est consacrée à la place des pères dans la parentalité, la place des pères dans la société, la place des pères dans la famille, quelles sont les responsabilités sociales, les responsabilités éducatives, les liens affectifs du père avec les enfants. Que se passe-t-il dans les pays européens? Y a-t-il un lien paternel spécifique, un lien maternel spécifique? D'où vient-on et où va-t-on en termes de rôle des pères dans la parentalité? Je suis Laurent Storm, pédiatre, responsable de la FHU 1000 jours, et je suis aujourd'hui accompagné par des collègues, tous spécialistes dans le domaine de la parentalité, que je présenterai au fil de cet après-midi. Je voudrais introduire le sujet par quelques diapositives pour faire le lien entre les 1000 jours, donc qui court de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans des enfants, et ce qu'on sait du rôle du père pendant ces 1000 jours. Au cours de cette période critique de la vie qui va de la conception donc jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est une période particulière de vulnérabilité puisque différents facteurs de l'environnement sont susceptibles d'impacter la santé future et le capital santé. Et dans les situations critiques, induire des maladies chroniques de l'adulte. Et j'ai affiché sur cette diapo quelques facteurs susceptibles d'impacter le capital santé, la qualité des interactions précoces, la qualité de l'attachement parent-enfant, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'activité physique pendant cette période des 1000 jours, la façon de s'alimenter pendant cette période de 1000 jours, l'exposition à un stress chronique prolongé, dit toxique, la façon dont le tube digestif va se coloniser à la naissance du bébé, les risques liés aux addictions ou l'exposition aux toxiques sont autant de facteurs qui peuvent déterminer, conditionner le capital santé ou la survenue des maladies à l'âge adulte. Et les maladies à l'âge adulte dont on parle, ce sont les maladies chroniques lourdes, comme le diabète, comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, la maladie allergique, et aussi parfois certains cancers. Vous voyez sur cette diapo, c'est celle qu'effectivement on a l'habitude de présenter pour présenter les 1000 jours. On voit essentiellement une femme enceinte, une maman avec son bébé ou un jeune enfant. C'est pour dire qu'effectivement, dans les données de la littérature scientifique sur le sujet, ça a toujours été, il y a toujours un lien fort qui a été fait entre l'exposition de la mère ou l'exposition de l'enfant et le devenir à long terme. Et finalement, on sait peu de choses sur le rôle du père. Je prends un exemple. L'activité physique pendant la grossesse est associée à moins de diabète gestationnel, moins de macrosomie, de gros bébés à la naissance, moins de dépression du postpartum, et c'est associé aussi à un meilleur développement du langage à l'âge de 2 ans de l'enfant. Et vous voyez que, de nouveau, on ne parle pas de l'activité physique du père. Et on trouve très très peu de recherches qui ont été faites sur le rôle du père. Il y a quand même quelques indices qui laissent penser que l'environnement du père pendant cette période de 1000 jours joue un rôle. On sait par exemple que le poids de naissance de l'enfant va être associé à l'indice de masse corporelle du père, donc le poids du père. Et vous voyez que lorsque l'indice corporel est important pour le père, le poids du bébé est plus important. Et on a trouvé des marques épigénétiques au niveau des spermatozoïdes qui expliquent cette association entre le poids du père et le poids de l'enfant. Donc ce sont les premiers indicateurs qui laissent penser, qui font penser ou qui confirment que l'environnement du père
impacte la santé aussi de l'enfant. Quand on parle d'attachement, on parle surtout d'attachement mère-enfant. Et ce qui déclenche en fait l'attachement mère-enfant, c'est la proximité. Et ça nous vient de gènes ancestraux qui existent dans toutes les espèces animales, des gènes qui sont activés par cette proximité et qui renforcent les liens d'attachement entre la mère et son bébé. Derrière ce lien d'attachement, il y a des phénomènes biologiques qui sont bien identifiés et bien connus, notamment la production d'ocytocine par certains neurones situés dans le cerveau, qui renforcent le lien mère-enfant. Qu'en est-il chez le père? C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Y a-t-il les mêmes effets biologiques de cette proximité chez le père? On connaît l'impact de la dépression du postpartum. Je cite uniquement quelques exemples pour montrer qu'effectivement beaucoup de choses ont été décrites chez les femmes et peu chez les hommes. On décrit donc un impact de la dépression du postpartum chez l'enfant et notamment le développement de l'enfant, puisque la dépression est associée à plus de troubles de l'interaction précoce, des troubles du comportement comme l'hyperactivité, des difficultés d'apprentissage et plus tard dans la vie avec un risque accru d'obésité. Maintenant, on sait, mais de façon très récente, que la dépression chez le père a exactement les mêmes effets que la dépression de la maman. On en parle encore trop peu. Tous ces arguments font qu'effectivement, des recherches vont débuter sur le sujet. Il y a un vrai biais scientifique dans le domaine, c'est qu'on a toujours considéré que c'était l'environnement de la mère qui était important, et toutes les recherches se sont concentrées sur l'environnement de la mère. Et ça induit un biais cognitif qui laisse penser qu'il n'y a que l'environnement de la mère qui impacte la santé de l'enfant. Et là, on a de plus en plus d'indices qui laissent penser qu'effectivement, l'environnement du père joue aussi un rôle important pour l'avenir de l'enfant, au point qu'une société vient d'être créée qui s'appelle le Paternal Origin of Health and Disease, qui vise à justement promouvoir la recherche sur l'impact de l'environnement du père sur la santé de l'enfant. Voilà. Et puis, il y a le ministère qui a lancé cette mission 1000 jours, les 1000 premiers jours. Et vous reconnaissez peut-être sur la diapo la présence de Nathalie Casso-Vicarini, qui fait partie du panel d'experts présents aujourd'hui. Et commission qui avait justement vocation à écrire des recommandations sur comment peut-on améliorer l'environnement des familles au bénéfice de la santé de l'enfant. Ça a un gros impact puisqu'un rapport a été rédigé et au terme de ce rapport, il a été recommandé de prolonger le congé paternité qui a été prolongé à 28 jours. On va en parler aussi cet après-midi et on va pouvoir analyser tous les bénéfices, tout ce qui est attendu de ce congé paternité qui a été mis en place donc depuis juillet 2020. Alors dans la maternité, on se mobilise déjà justement pour renforcer le rôle du père dès la salle de naissance. Vous voyez qu'on recommande la présence du père et de plus en plus les pères sont présents, si ce n'est la quasi-totalité des pères. Et puis beaucoup de choses sont faites pour assurer aussi une proximité entre le père et l'enfant, un peu comme ce qui est recommandé chez la mère. Alors qu'est-ce que pensent les pères de la parentalité? Il y a eu une grosse enquête nationale de l'Observatoire des familles en 2016. 11 000 pères ont répondu. Et je vous montre quelques items, quelques questions qui leur ont été posées. Par rapport à la manière dont était votre père avec vous, diriez-vous que vous élevez votre enfant de la même manière, plutôt différemment ou totalement différemment? Et vous voyez que dans la majorité des cas, les pères disent qu'ils élèvent leur bébé différemment que ceux qu'ils ont connus lorsqu'ils étaient eux-mêmes bébés. Comment était impliqué votre père à l'époque? Vous voyez que les pères à l'époque, donc les grands-pères actuels, finalement étaient très très peu impliqués et dans la majorité des cas, finalement sont considérés comme peu impliqués dans la vie de la famille.
Avez-vous le sentiment que la société considère le rôle de père comme étant moins important que celui de la mère, aussi important que celui de la mère ou plus important que celui de la mère? Et là, globalement, la majorité des pères considèrent que le rôle du père est considéré par la société comme moins important que celui de la mère. À quel moment vous êtes-vous senti devenir père? Et là, dans la majorité des cas, les pères considèrent qu'ils se sont sentis pères après la naissance de l'enfant et peu finalement pendant la grossesse. Quel congé? Alors là, c'est effectivement surprenant. J'étais un peu étonné de ces réponses-là. Quel congé avez-vous pris à la naissance de votre bébé? Là, c'était donc en 2016. Il n'y avait pas encore le congé de 28 jours. Hein. Mais vous voyez que finalement, la majorité des pères, au moins la moitié, finalement, ne prenaient déjà pas, quand c'était 11 jours, la totalité de leur congé paternité. Alors, qu'en est-il du congé actuel? On va peut-être avoir des éléments d'information aujourd'hui, mais en tout cas, c'est surprenant que les pères ne prennent pas le congé de naissance, en tout cas en grande partie. Et puis des questions directement sur mais qu'est-ce que vous faites dans la famille auprès de vos enfants? Ben, vous voyez que dans la majorité des cas, les pères considèrent qu'ils sont moins impliqués dans la prise en charge courante de l'enfant, que ce soit dans les soins aux enfants, les pratiques éducatives, la santé, le sommeil. Dans la majorité des cas, encore une fois, que ce soit pendant les jours travaillés ou les jours non travaillés, les pères se considèrent comme moins impliqués, sauf sur quelques fonctions particulières que je n'arrive pas à lire, mais peu importe. Globalement, les pères se sentent moins impliqués, sont moins impliqués que les mères. Alors, j'ai jeté un coup d'œil sur Internet pour savoir un peu ce qui était dit. Je suis tombé par hasard sur, et c'est pas que quelquefois, c'est très décrit, sur des choses qui sont un peu étonnantes, qui confinent en fait le rôle de père dans des fonctions qui me paraissent un peu has-been, comme la fonction du père ne tient pas en ses capacités d'être une seconde bonne mère, mais à sa capacité à faire contrepoids à l'importance de la mère. C'est un peu étonnant de voir un peu ce rôle de père affiché comme ça, donc pour dire qu'il y a des injonctions un peu paradoxales sur Internet, parce qu'effectivement, quand on lit le témoignage de Mathéa que vous avez là à l'écran, qui dit « Mon conjoint, c'est mon alter ego, on s'occupe de notre fille ensemble ou à tour de rôle. J'essaie de ne pas en faire plus car je veux lui laisser sa place. Pour moi, c'est important qu'il tisse sa propre relation avec notre fille sans passer par moi. C'est mon partenaire, mon ami, et ensemble, on forme la spécial team avec chacun nos forces et nos faiblesses. » Et donc, on sent bien qu'effectivement, cette notion de parentalité, du rôle du père évolue dans le temps. On vient de loin. On va vers un modèle de coparentalité partagée. Alors c'est clair que quand on parle d'évolution de comportement, et vous l'avez vu sur l'enquête qui a été faite, les pères ne peuvent pas s'appuyer sur l'expérience qu'ils ont eue quand ils étaient bébés et du modèle de leur propre père, qui avait un modèle totalement différent. Donc ils doivent inventer. Et donc il faut acquérir et modifier les comportements. Et pour modifier les comportements, il faut avoir la capacité de le faire. C'est-à-dire il faut avoir un minimum de connaissances et de compétences, un minimum de sentiments d'auto-efficacité personnelle ou parentale. Il faut avoir l'opportunité de le faire, il faut avoir du temps, il faut avoir de la place, il faut que ça soit acceptable socialement. Et tout ça devrait pouvoir conduire à motiver les pères à changer ou faire évoluer leur comportement vers une alliance et des interactions coparentales partagées entre la mère et le père. Voilà, c'est de tout ça dont nous allons parler cet après-midi avec les orateurs invités. Et je ne doute pas que le modèle parental continue d'évoluer dans les prochaines années dans le bon sens. Je laisse la passe à Kelly Saint-Denis, qui est psychologue, qui va introduire
qui va introduire cet après-midi de réflexion autour de la parentalité, que je remercie. Kelly Saint-Denis est aussi thésarde. Elle travaille sur le burn-out parental, sur les déterminants de l'épuisement parental qu'on voit parfois dans les familles et qui est aussi un problème dans le cadre de ces 1000 jours, mais c'est un autre sujet que celui d'aujourd'hui. Donc merci Kelly pour introduire les enjeux psychologiques de la parentalité. J'allais dire la paparentalité, mais... Un beau lapsus puisqu'on est exactement dans ce thème. Dans l'introduction qui vient d'être faite, je pense que ce qui ressort vraiment, c'est à quel point cette question de la paternité, de la parentalité, se joue à plusieurs niveaux. Le professeur Storm a évoqué par exemple tous les biais qui peuvent y avoir au niveau de la production scientifique. Les professionnels de la petite enfance, de l'obstétrique, de la pédiatrie, mais aussi les parents d'aujourd'hui, de plus en plus, sont sensibilisés à la notion qu'il faut s'appuyer sur des choses qui ont été prouvées par la science. Donc, la production scientifique, on le sait, a un rôle important dans le fait de moduler, de mouler les savoirs, les connaissances, mais aussi les prescriptions sociales autour de la parentalité. Donc tout un travail à faire autour de la médecine, autour de le développement de l'enfant, de la psychologie, de la sociologie. Ça, c'est un premier point. Il y a ensuite, et puis pareil, vous avez vu, il y a capacité, mais il y a aussi opportunité si on veut changer de comportement. Et pour cela, nous sommes tous concernés. Et le congé parental, le nouveau congé parental, paternité, dont on va parler un petit peu plus tard, justement montre bien l'importance de l'implication des politiques publiques qui sont pleinement enthousiastes dans le fait de prendre en compte cette question des nouveaux pères, de leur place et de leur donner ces opportunités. Parce qu'il y a aussi cette idée que ce sont des comportements individuels, des volontés individuelles. Et c'est vrai que là aussi, il y a tout un travail entre nous, dans les discussions, dans les déjeuners, dans les dîners, entre amis, entre familles, sur comment on réagit les uns, les autres, les mamans, les papas, la famille, les grands-parents, les différentes générations. Comment on réagit les uns envers les autres face aux places que prennent ou ne prennent pas parfois les parents. Donc je pense que ce qui est vraiment important aujourd'hui, et je pense que le panel de très bonne qualité que nous avons aujourd'hui va permettre de pouvoir resituer un peu tous ces changements et tout ce qu'il y a à faire, mais aussi tout ce qui a été fait, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, avec des expertises très différentes. Nous avons des professionnels, mais nous avons aussi, et je pense que ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, des jeunes papas qui sont là pour nous parler de leur vécu, de leur témoignage. Et puis je pense que je terminerai en citant un grand poète, Stromae, pour ne pas le citer justement. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Merci, un grand merci Kelly pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en termes concrets, donc on va avoir toute une série d'exposés, et au terme de chacun des exposés, vous aurez l'occasion, et en cours de l'exposé, l'occasion de poser des questions en temps réel à l'orateur via le chat, je pense, ou SMS, qui va s'afficher en face de nous, et on sélectionnera des questions, celles qu'on voit le plus fréquemment, pour les poser à l'orateur dans les 10-15 dernières minutes après son exposé. Donc vous avez tout à fait l'occasion d'interagir, et à la fin de cette série d'exposés, il y a une table ronde qui est prévue, et là encore vous êtes invités à poser des questions auxquelles nous n'aurions peut-être pas répondu dans cette demi-journée de réflexion, mais qu'on pourra poser au panel d'experts en fin de journée. Donc n'hésitez pas. Le premier orateur était le ministre Adrien Taquet, et il n'a pas pu répondre présent. Probablement que les circonstances actuelles rendent les choses compliquées en termes de
de déplacement, d'intervention, et peut-être qu'il a déjà beaucoup de choses à faire, et donc il ne sera malheureusement pas avec nous ce soir. Mais vous savez combien le ministère et le gouvernement actuel défend la stratégie 1000 jours qu'il a lancée en 2019, et qui, je pense, est vraiment un moyen de mobiliser les équipes, que ce soit les équipes des professionnels de santé, mais que ce soit les professionnels de la prévention ou de la petite enfance, autour de cette période vraiment très importante qui est la période des 1000 jours.